Je te propose juste de faire une petite pause parce que j'ai vu que le docteur Poit a caissé à plusieurs moments. Est-ce que, au niveau des indications qu'a décrites Céline, alors j'imagine que vous n'avez évidemment pas les indications telles qu'elle en a parlé, mais est-ce que vous retrouvez un petit peu dans les indications que vous avez à traiter ce que dit Céline, ou est-ce que vous êtes sur des indications totalement différentes? En fait, on retrouve beaucoup de similitudes parce que si on a quand même des indications assez particulières, nous on a l'impression que plus on est dans des douleurs spécifiques, plus c'est susceptible de fonctionner. Par exemple, on a traité des cas de syringomyélie associés à des maladies de Chiari avec des myoclonies douloureuses. Il n'y a que le CBD qui a soulagé ce chien-là. On a des cas de syndrome d'hyperesthésie féline qui sont des troubles de la sensibilité avec l'hyperalgésie, l'allodynie, avec des automutilations chez le chat et avec le CBD. Par contre, quand on se tourne vers des douleurs plus classiques du type arthrosique, là, on a une efficacité qui est plus aléatoire et qui n'est présente que lorsqu'on a une forte composante émotionnelle associée. Donc, en fait, il y a beaucoup d'autoprescription de CBD, par exemple sur un chien qui n'a pas réussi à se relever, ça ne fonctionne pas du tout. Par contre, un chien qui est installé dans une douleur chronique avec des composantes émotionnelles négatives, c'est-à-dire l'anxiété, l'irritabilité, l'état dépressif, eh bien lui, il va y avoir une efficacité, non pas sur le fait qu'il se relève mieux, mais sur le fait qu'il dort mieux, il rejoue avec les enfants, etc. Donc mais on continue à apprendre. Et voilà. Comment vous faites pour... parce que tout à l'heure, Céline nous parlait de l'EVA, là, pour doser, entre guillemets, la douleur chez l'adulte, chez l'enfant, pardon. Comment vous faites-vous pour diagnostiquer une douleur chez l'animal? Alors, nous, on ne peut pas utiliser les échelles visuelles parce qu'on n'est pas dans l'auto-évaluation. Et donc, on a une démarche qui est... La première, c'est de dire pourquoi il faut évaluer. Parce que ce sont des maladies chroniques et qu'on a besoin de scorer. Deuxièmement, on va rechercher les signes. Quels sont les signes? Et donc, je vous en parlais tout à l'heure. On a des signes sur la mobilité, sur la qualité de la douleur. La qualité de la douleur, ça veut dire est-ce que c'est spontané, est-ce qu'il y a des décharges électriques, pour justement rechercher ces composantes neuropathiques. Et enfin, on va chercher les troubles émotionnels. Et donc, diapositive suivante. C'est encore suivant, oui, pardon. Alors, juste avant, c'est possible de mettre juste la dia avant? Voilà. Donc, en fait, la première étape, c'est étape de médecine narrative. Donc, on écoute. On écoute le propriétaire, parce que c'est lui qui vit au quotidien de son animal. Et donc, la médecine narrative, pour nous, c'est une compétence que vous pouvez acquérir à partir du moment où vous savez interpréter les récits. Et c'est très riche, parce que les gens sont souvent dans le récit de la douleur. Et donc, nous, on a cet intermédiaire. La deuxième étape, c'est de formaliser. Et donc, on se sert de ces outils CSOM. Alors, vous voyez, là, ici, on a un chat qui a de l'arthrose. Et on a identifié avec le propriétaire 3 critères qu'on a scorés jusqu'à 4. Ensuite, on a digitalisé cet outil. Donc, on le partage avec le propriétaire qui, chez lui, va remplir ce scoring, d'autant plus facilement que c'est lui qui a choisi les critères. Alors, évidemment, nous, on est là pour l'aider. Parce qu'il faut que les critères sélectionnés soient pertinents. Et ensuite, en fonction de la thérapeutique, alors on peut passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc ce chat qui avait des difficultés à monter les escaliers, qui ne pouvait plus sauter, qui était en plus extrêmement irritable, bon, on a toute une démarche. Là, en l'occurrence, c'était surtout des anticorps monoclonaux qu'on a fait. Et vous voyez, on a l'évolution du score, avec aussi, vous avez vu, une rechute qui est liée à l'espacement de ces doses d'anticorps monoclonaux. Et on fait ça aussi avec le CBD, c'est la dernière dia que je voulais vous montrer, où en fait... on utilise ces CSOM pour apprécier la pertinence du CBD. Et déjà, on a vu qu'il y avait des différences entre des isolats et des broad spectrum. Donc nous, on est plutôt sur le fait d'utiliser les broad spectrum. Vous savez, les phytothérapeutes, ils aiment bien utiliser le mot entourage. Nous, on parle plutôt de synergie. Et il semblerait, en tout cas, nous, on a des preuves expérimentales, dans des modèles de douleur expérimentales, que quand vous utilisez un isolat, vous avez un effet cloche. C'est-à-dire que plus vous augmentez les doses, à un moment, vous arrivez à un plafond. Par contre, lorsque vous utilisez un broad spectrum, c'est plus le cas. Vous pouvez nous expliquer la différence entre isolat et broad spectrum? Isolat, CBD, vous avez que du CBD. Et le broad, vous avez à la fois du CBD et des terpènes et des flavonoïdes. Et lorsque vous utilisez le full, en plus, il y a le THC. Mais le THC est un problème réglementaire. Et nous, de toute façon, il ne faut surtout pas qu'on utilise le THC parce que, comme il y a beaucoup plus de récepteurs CB1 chez le chien, c'est très toxique. C'est très vite très toxique. Vous avez souvent des intoxications, alors ça sort un peu du débat, mais vous avez souvent des intoxications de chiens par cannabis du propriétaire? Au Québec, le CBD, le cannabis est libre. Et c'est devenu la 3e cause d'intoxication chez les animaux de compagnie. Parce que le CBD, il est libre au Canada, mais il est interdit sur les chiens.
Donc, qu'est-ce que font les gens? Ils donnent du CBD ou du THC à leur chien. Et c'est devenu la troisième cause d'intoxication. Donc, nous, on en constate, c'est quand le chien finit un gâteau récréatif ou quand il avale un mégot particulièrement dosé en THC, ou parfois suite à des jeux un peu stupides où on souffle de la... Bon. Ça n'arriverait pas s'il avalait une gélule de CBD. J'ai pas entendu. Si le chien avalait une gélule de cannabidiol, ça n'arriverait pas. De cannabidiol synthétique, non. ça n'arriverait Alors, on pas. a les mêmes problèmes d'hépatotoxicité, mais à des doses très très fortes. Et en fait, hépatotoxicité, un bien grand mot, on a des élévations des ALKP, mais on n'a pas de choses particulièrement graves.